Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 2023 est une année décisive pour le Soudan du Sud, pays meurtri par des années de guerre civile. La période de transition entre dans sa dernière phase avec des élections programmées pour fin 2024. Mais l'accord de paix revitalisé de 2018 reste fragile. Détail à suivre dans cette édition. Le Ghana a célébré le 6 mars le 66e anniversaire de son indépendance, des festivités placées sous le signe de l'unité nationale, alors que le pays fait face à une grave crise économique entre inflation record, effondrement de la monnaie locale et dette colossale. Et la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés se tient jusqu'au 9 mars à Doha, au Qatar. Les dirigeants et représentants de 33 pays africains participent à cette rencontre qui a notamment abordé ce lundi 6 mars le défi de la transformation numérique, un enjeu de taille pour le continent africain. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, s'engage-t-on vers le glissement du calendrier électoral? La question se pose après les propos tenus le 4 mars par le président Félix Tshisekedi lors de la conférence de presse tenue conjointement à Kinshasa avec son homologue français Emmanuel Macron. En évoquant la situation chaotique qui prévaut dans l'Est congolais, le chef de l'État s'est interrogé sur la pertinence de la poursuite du processus d'enrôlement débuté en décembre dernier dans un contexte d'instabilité qui pourrait remettre en question le respect du calendrier électoral. Une supposition qui a indigné une partie de l'opposition qui n'a pas manqué de lui rappeler l'expiration de son mandat le 23 janvier 2024 à minuit. De son côté, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a tiré ce lundi la sonnette d'alarme concernant sa situation financière ainsi que l'identification et l'enrôlement des électeurs. Également, dans l'actualité, l'Afrique du Sud a un nouveau vice-président, la personne de Paul Machatile. Sa nomination a été annoncée ce lundi 6 mars par le président Cyril Ramaphosa lors d'une allocution télévisée. Les portefeuilles de l'électricité ainsi que celui de la planification, du suivi et de l'évaluation ont également été remaniés dans un contexte où le pays est confronté à sa pire crise énergétique depuis des décennies. Notons que la nomination de Paul Machatile, qui est également vice-président du parti au pouvoir ANC, survient près d'un mois après la démission de David Mabuza. Le Soudan du Sud est entré en 2023 dans la dernière étape de sa phase de transition. Le représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan du Sud l'a rappelé le 6 mars alors qu'il présentait devant le Conseil de sécurité de l'ONU les activités de la MINUS pour la période allant du 1er décembre 2022 au 15 février 2023, un sujet de la rédaction. 2023, une année déterminante pour le Soudan du Sud, marquée par des années de guerre civile. Ce jeune pays est dirigé depuis février 2020 par un gouvernement d'union nationale dont le mandat a été prolongé de 2 ans avec une nouvelle feuille de route pour l'organisation d'élections programmées pour fin 2024. En conséquence, nous voyons 2023 comme une année décisive et comme un test pour toutes les parties à l'accord de paix. Nous pensons qu'il y a des obstacles clés que les parties doivent franchir afin de positionner avec succès le Soudan du Sud pour achever la dernière étape de la phase de transition l'année prochaine. Malgré l'accord de paix revitalisé de 2018 et le partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival, le premier vice-président Riek Machar, les violences armées continuent d'ensanglanter ce pays riche en pétrole. La MINUS, l'une des missions onusiennes les plus coûteuses au monde, avec un budget annuel de 1,2 milliard de dollars, a été sollicitée par le gouvernement sud-soudanais pour aider à l'organisation des élections dans un climat sécuritaire qui reste précaire sous tous les aspects. Le Soudan du Sud reste l'un des endroits les plus dangereux pour les travailleurs humanitaires. Malheureusement, en janvier de cette année, 3 travailleurs ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. 9 ont perdu la vie en 2022. Reste à savoir si le fragile accord de paix subsistera jusqu'à la fin de la période de transition, surtout après la décision prise le 5 mars sans concertation par le président Salva Kiir de limoger la ministre de la Défense Angelina Teny, épouse de Riek Machar, ainsi que le ministre de l'Intérieur Mahmoud Solomon.
une violation de l'accord de paix revitalisé, selon le mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, le parti de Riek Machar. 6 mars 1957, 6 mars 2023, le Ghana a célébré ce lundi le 66e anniversaire de son indépendance, une fête placée sous le signe de l'unité nationale, alors que le pays traverse des difficultés économiques et sociales. Le Ghana est officiellement entré en défaut de paiement de ses dettes extérieures le 17 février dernier. Plus de détails avec Mildred Diam. Placé sous le thème « Notre unité, notre force, notre raison d'être », le Ghana a célébré le 6 mars 2023 le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Invité d'honneur de la fête nationale 2023, Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, et également président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les activités officielles de cette journée se sont déroulées à Ro, capitale régionale de la Volta, avec plus de 5000 participants. La plus grande réalisation de notre indépendance est le fait que nous avons soudé différentes entités ethniques en une seule nation. C'est la cession à l'indépendance qui nous a donné notre identité commune en tant que Ghanéens. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire du jour où nous avons atteint le statut enviable de devenir le premier pays d'Afrique subsaharienne à être libéré de la domination coloniale, et avec cela est venue la lourde obligation de servir en permanence de baromètre du progrès du continent. 66 ans plus tard, nous avons travaillé dur pour assumer cette responsabilité, même si nous reconnaissons que nous n'avons pas pleinement réalisé notre potentiel. La commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance du Ghana cherche à souligner la nécessité pour les Ghanéens de s'unir pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté. Malgré les efforts considérables pour promouvoir la paix, la démocratie et le bien-être social, le Ghana fait face à des difficultés économiques, sociales, culturelles et politiques. L'économie étant durement touchée par la chute des indicateurs macroéconomiques. Des défis majeurs tels que l'inflation galopante, la dépréciation de la monnaie locale, la hausse des taux de prêt et une dette colossale ont poussé le pays à demander au Fonds monétaire international un plan de sauvetage économique de 3 milliards de dollars en 2022. Le thème de la célébration de cette année, notre unité, notre force, notre raison d'être, devrait construire en nous le désir constant de rechercher le progrès, la prospérité et le développement du Ghana, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Le 3 mars 2023, 72 étudiants qui ont excellé à l'examen du certificat d'éducation de base 2021-2022 ont reçu des certificats d'honneur du président Akufo-Addo dans le cadre du President's Independence Day Awards. Le Ghana a obtenu son indépendance le 6 mars 1957 après 83 ans de domination coloniale britannique, devenant le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne. Les dirigeants et représentants de 33 pays africains participent à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Une rencontre qui se tient au Qatar jusqu'au 9 mars. Ce lundi, les participants se sont penchés sur la question de la transformation numérique à l'heure où le taux de pénétration de l'Internet en Afrique est évalué à environ 43%. Un sujet de Kamesh Katapoulé. Du potentiel à la prospérité. Tel est le thème de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés qui se tient actuellement à Doha au Qatar. Un rendez-vous présidé par le chef de l'État malawite, Lazarus Chakwera, est centré sur la mise en œuvre du programme d'action de Doha. Adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 1er avril 2022, ce programme doit notamment permettre aux pays moins avancés d'atteindre les objectifs de développement durable. Vous représentez une personne sur 8 sur Terre et j'ai une immense admiration pour vos efforts remarquables. Mais nos pays sont aussi piégés dans des cercles vicieux qui rendent le développement difficile. Et je peux vous assurer que nous sommes parfaitement conscients des inégalités créées par notre système économique et financier mondial injuste. Nous sommes déterminés à le changer par des réformes et en accordant des ressources adéquates aux pays les moins avancés. Parmi les temps forts de ce sommet, une série de tables rondes était organisée ce 6 mars sur la transformation numérique.
Une thématique essentielle à l'heure où au sein des PMA, environ 36% de la population a accès à Internet contre une moyenne de 88% dans les pays développés. Dans les détails, l'Union internationale des télécommunications précise dans son nouveau rapport que 720 millions de personnes ne peuvent toujours pas se connecter dans les PMA, soit 2/3 de la population. Malgré le développement du numérique dans le monde, des millions de nos habitants dans les pays moins avancés ne sont toujours pas en mesure de profiter des avantages inhérents à cette technologie. La connectivité numérique n'est plus une option pour les PMA, mais une bouée de sauvetage. Elle peut jouer un rôle essentiel dans la création de nouvelles opportunités. Cela peut nous aider, nous les PMA, à libérer nos potentiels respectifs pour favoriser le développement durable. Pour réduire cette fracture numérique, des initiatives ont été prises à l'instar du programme Airband lancé par Microsoft en 2017. Dans le cadre de ce programme, la société s'est associée au groupe panafricain Liquid Intelligent Technologies. Leur objectif, permettre à 20 millions d'Africains de se connecter à Internet d'ici 2025. Au Tchad, la filière coton ambitionne de retrouver son éclat d'antan. Le manque d'investissement public et l'essor de l'exploitation pétrolière au début des années 2000 ont considérablement fait chuter la production nationale d'or blanc. Pour inverser la tendance, les autorités de transition ont décidé de subventionner les engrais des producteurs de coton à hauteur de 10 milliards de francs CFA en 2023. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Depuis près d'une décennie, le Tchad a perdu sa place de producteur privilégié de coton au niveau mondial. Pour relancer la filière, le gouvernement a subventionné les engrais à hauteur de 10 milliards de francs CFA au profit des producteurs ruraux. Des investissements qui ont pour but de raviver ce secteur qui profite à plus de 70% de la population méridionale du pays et contribue à hauteur de 20% du PIB hors pétrole. C'est une population laborieuse, une population qui s'est spécialisée en matière de production agricole et surtout on est numéro 1 au Tchad en matière de culture cotonnière. Et aujourd'hui, si le général Mahamat Idriss Déby Itno a dans son plan à penser à nous, alors c'est une grande fierté et nous sommes sûrs que ça va s'accompagner de production de savon et de l'huilerie. La relance de la filière est aussi accompagnée par la modernisation des usines d'égrainage et de délentage des grains de coton qui sont aux arrêts depuis plus d'une décennie. C'est le cas de l'usine de Gournou-Gaya située au sud du pays qui a été totalement renouvelée pour traiter et emballer sur place les fibres et les grains de coton destinés à l'exportation. Cette usine facilitera la vie à des milliers de cotonculteurs qui n'auront plus à aller à Kélo ou à Pala pour convoyer leur production de coton. Dès la campagne prochaine, c'est-à-dire entre octobre et novembre, toute la production sera traitée ici sur place à Gournou-Gaya. Pour rappel, le Tchad était l'un des grands producteurs de coton dans les années 1990, mais la production a drastiquement chuté avec le début de l'exportation du pétrole en 2003, pour atteindre son niveau le plus bas en 2018 avec seulement 16 000 tonnes. Le gouvernement veut relancer le secteur pour atteindre une production annuelle de 300 000 tonnes. L'Afrique fait face à un déficit de financement annuel de 4 milliards de dollars en termes de santé communautaire, ce qui explique le rôle déterminant des agents de santé dans la stratégie sanitaire des pays. Au Cameroun, Augustine Tassi fait partie de ceux qui officient dans les zones les plus reculées de Yaoundé pour prodiguer les premiers soins aux populations atteintes de paludisme. Reportage de Laetitia Mebanga. Augustine Tassi, agent communautaire âgé d'une 50aine d'années, se déploie dans les zones difficiles d'accès de la capitale pour prodiguer des conseils et soins de santé aux populations qui vivent dans des conditions précaires. Ce matin, elle se rend dans le district de Nkolbison, plus précisément à Namnam, une banlieue de Yaoundé.
Son sac à main ne contient pas toujours la quantité d'intrants suffisant pour remplir sa mission. De nombreux enfants restent mal soignés ou n'ont pas accès à un suivi rigoureux, mais les gestes de base d'Augustine suffisent la plupart du temps à sauver des vies. Bon, par semaine, je peux sortir 4 ou 5 fois par semaine. Et par jour, je fais 10 ménages maxi. Là maintenant, de temps en temps, les gens viennent me retrouver sur place à la maison. Beaucoup connaissent où j'habite, tous même ont mon numéro de téléphone. Ils viennent me chercher là où j'habite quand ils ont des cas. Bon, il y a encore beaucoup à faire. Le statut de l'ASC, parce que vraiment, vous-même, vous voyez, nous souffrons sur le terrain. Conscient des efforts que ce travail demande à ses agents, des ONG et associations militent aussi pour ces femmes qui s'impliquent souvent par leurs propres moyens auprès de l'État pour demander une meilleure considération de leur travail à travers un plaidoyer au gouvernement pour qu'elles puissent toucher un minimum salarial et être fournies en matériel et médicaments de qualité. C'est l'action d'Impact Santé Afrique qui se déploie également au quotidien avec ces dames pour s'assurer qu'elles ont le matériel minimum pour effectuer leur travail. Le rôle de l'agent de santé communautaire, que ce soit un homme ou une femme, son rôle est de s'occuper des problèmes de santé des membres de sa communauté, la communauté dans laquelle l'ASC vit. C'est-à-dire, il va faciliter la prise en charge des maladies, des cas simples, de paludisme, de diarrhée et d'infections respiratoires aiguës. Il va également s'intéresser à les sensibiliser, à les donner des activités de promotion de la santé, de prévention, les encourager à aller à la formation sanitaire. Il va faciliter la référence des cas graves parce qu'il y a des cas de maladies que l'ASC ne peut pas soigner. Il a des critères de gravité qu'il connaît. Dès qu'il y a un critère de gravité, l'ASC doit référer ce membre de la communauté vers la formation sanitaire la plus proche pour une meilleure prise en charge. Les agents de santé communautaire se déploient activement depuis de nombreuses années auprès des personnes défavorisées et espèrent de meilleures conditions de travail suite au plaidoyer des associations auprès de l'État. Une table ronde a été dédiée à ces acteurs à la veille de la 36e édition de la Journée internationale de la femme sur le thème institutionnalisation de l'agent de santé communautaire, en présence de personnalités, des agents du ministère de la Santé publique, de la communication et des ONG. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.